Hello à tous, j'espère que vous allez tous bien. Alors on se retrouve dans une nouvelle et je pense assez courte vidéo de 2 titres des éditions Philippe Ray, éditeur que j'aime beaucoup, avec Le Porteur du train de nuit de Suzette Meyer, donc rangé en littérature étrangère parce que c'est un roman anglophone, et La fille de la colline de Sevin Sahin, autrice turque mais vivant en France et ayant écrit en français. Donc 2 livres dont j'ai beaucoup aimé les couvertures, dont j'avais entendu parler sur les réseaux en janvier. Franchement, suivre les Insta des éditeurs sur Instagram, c'est ma vie. Il y a beaucoup trop de tentations également, mais au moins on est au courant un peu de ce qui sort. Donc voilà, rentrée littéraire hivernale que j'ai acheté fin janvier et que j'ai lu là récemment, mi-avril. Donc voilà, mieux vaut tard que jamais, ça va, ils n'auront pas attendu 3 ans et demi dans ma bibliothèque comme certains autres. Alors je vais commencer à vous parler du Porteur du train de nuit. Alors j'ai pris des notes parce qu'on a des surnoms de certains personnages que j'ai marqués ici. Alors le Porteur du train de nuit, il parle d'un sujet assez original et je me suis dit ça pourrait être intéressant comme c'est un lieu dans lequel je n'ai pas lu beaucoup de romans, j'en ai seulement lu 2, à savoir un train. Donc à part Le Crime de l'Orient Express et A Bullet Train, je n'avais jamais lu aucun livre qui se passe dans un train, donc c'était mon 3e, je me suis dit ça pourrait être intéressant. Alors, ce roman-ci se déroule en 1929, dans un train du coup le plus rapide du monde qui parcourt le Canada d'est en ouest. Il le traverse sur 3-4 jours à peu près de voyage en train. Vous traversez le pays à l'intérieur du, à l'époque, le train le plus rapide du monde. On va suivre Baxter qui est un porteur dans un train de nuit. Un porteur c'est quoi? C'est la personne que vous appeliez avec votre clochette et que vous sonniez pour tout et rien. Vous défaire la banquette, vous amener à manger, nettoyer la chambre, enfin la pièce quoi, cirer les chaussures, c'était la bonne à tout faire du train, donc forcément un travail très fatigant et dans lequel Baxter doit faire beaucoup de choses. Et c'est un roman qui suit en fait 2 des voyages de Baxter dans lesquels il est porteur dans un train de nuit. C'est un jeune homme, c'est assez drôle parce que c'est un jeune homme qui souhaite être dentiste et en fait il travaille en tant que porteur pour économiser et en fait à chaque fois il a la somme en tête de ce qu'il lui reste à économiser pour payer ses études. Donc c'est un personnage qui est vraiment très concentré sur les dents des gens et qui remarque les imperfections, qui se dit bah lui je lui ferais bien ça, lui je lui ferais bien ça. Bref, c'est assez drôle, c'est assez original, ça change. C'est un jeune homme qui est noir américain et qui est même homosexuel. Il y a des scènes où j'ai été assez surprise. Il y a pas mal quand même de scènes de sexe, que ce soit des réminiscences de ses souvenirs du passé avec des hommes ou même des scènes du présent dans le train avec un des passagers, un docteur. Donc voilà, c'est littéralement le récit de ce voyage, c'est tout ce qu'il doit faire durant cet épuisant voyage parce qu'il n'a pas de couchette attitrée, donc il dort sur un vieux matelas qu'il déplie dans les escaliers pendant 5 minutes entre 2 sons de clochette. Il ne peut pas manger à sa faim parce qu'il doit payer au wagon-bar, ça coûte très cher et c'est de l'argent qu'il souhaite mettre pour ses études. Du coup il est affamé, il est épuisé, enfin bref, on assiste un petit peu impuissant à cet épuisant voyage et à cet épuisant travail pour lequel il est seulement payé quelques sous, enfin le pauvre, à l'époque je ne sais pas ce que ça représentait l'argent qu'il reçoit, mais c'est clairement rien du tout. Et durant le second voyage qu'il fait, qui est le plus long du récit et qui prend du retard à cause d'éléments divers et variés, il va faire la connaissance de plusieurs personnages assez haut en couleur qui m'ont beaucoup fait rire, et c'est là que j'ai besoin de mes notes, parce qu'on a par exemple, on a Colombine, qui s'appelle en réalité Colombe et qui se fait appeler autrement. C'est une femme qui dit avoir des dons de médiumnité et elle va même faire une séance un petit peu pour appeler les morts, donc c'est assez drôle. On a également Harlequin, Colombine et Harlequin ensemble. On a le fameux docteur
le docteur Hubble. On a également les fiancés jeunes mariés, monsieur et madame Lewington, à mademoiselle et madame Yatopper, qui sont mère et fille, et la fille va rejoindre son fiancé. On a Esmé, une enfant avec mamie, la grand-mère, sa grand-mère qui l'amène à son père parce que sa propre fille, donc la mère de l'enfant, est décédée. Enfin bref, il y a quand même des histoires un petit peu tristes, mais c'est dit parfois avec vraiment humour. C'est un roman quand même. En fait, c'est pas un roman qui va vous émouvoir ou vous allez énormément rire. C'est dans l'entre-deux, c'est juste un voyage sur quelques jours où on suit la vie des gens comme ça, la vie comme un long fleuve mais pas forcément tranquille. Baxter essaye de lire son livre qui parle de Jupiter et d'Égypte et de scarabées, mais il n'avance pas beaucoup parce qu'il est sans arrêt dérangé. Qu'est-ce que j'ai écrit d'autre? Et écoutez, c'est tout, ça suffira, je veux pas trop vous en dire, mais voilà. C'est vraiment le travail de porteur dans un train, et également il doit sans arrêt faire attention à son comportement parce que sinon il peut avoir des points de démérite à la fin si des clients se plaignent, et lui table vraiment sur les pourboires que les clients lui donnent, que les passagers lui donnent avant qu'ils sortent du train. Voilà, le porteur du train de nuit, c'est pas mal parce que ça évoque un sujet un petit peu différent. Ça se passe il y a 100 ans, donc si vous voulez un petit peu avoir une vision de la vie des passagers à l'époque, il y a 100 ans, pour un jeune homme noir américain et homosexuel, et ben ça peut être pas mal. Après, l'histoire n'est pas centrée, heureusement je trouve, c'est pas plus mal, sur le fait qu'il soit noir américain et homosexuel. C'est juste des caractéristiques de sa personnalité. Pour autant, il n'est pas discriminé, donc ça va, c'est juste qui il est. Écoutez, je pense que je lui mettrais 7,5, 8 sur 10. Et la seconde lecture que j'ai avec moi, et là aussi je vais reprendre dans un instant mes notes parce qu'il y a des citations assez fortes, un roman plus engagé je trouve, qui dénonce plus de choses que le précédent. Le précédent c'était plutôt un roman de vie sur une courte période. Fille de la colline, roman très court mais franchement riche en sujets. C'est un roman du coup écrit par une autrice et journaliste turque qui divise le récit en trois, le récit de la vie de Sibel. Sibel, elle est turque, elle a vécu près des collines, d'où le titre du roman, près d'Ankara, jusqu'à ses 10 ans. Ensuite, elle est venue vivre en France avec son père. Donc le premier moment du récit, c'est son enfance en Turquie jusqu'à ses 10 ans. Ensuite, c'est sa vie étudiante vers 20 et quelques années en France. Et ensuite, c'est une fois adulte à 30 et quelques années, si j'ai compris à peu près, à l'hôpital une fois que son fils est né et qu'il est sous respirateur artificiel, qu'il a 2 ans et qu'elle vit cette épreuve-ci. Alors, j'ai bien aimé ce roman, je l'ai trouvé vraiment intéressant et assez fort, parce que Sevin Sahin dans ce roman dénonce pas mal l'inégalité homme-femme en Turquie. Je ne pensais pas que c'était à ce point-là, c'est loin d'être joyeux. Elle-même voit sa grand-mère qui encense son fils, donc le père du personnage de Sibel, et qui oublie complètement qu'elle a 3 filles parce qu'il faut avoir un fils, c'est important, les filles ne valent rien. Et Sibel dans le roman se rend compte jusqu'à ses 15 ans elle vit à peu près bien, et au moment où elle a ses règles elle se rend compte que sa place désormais qu'on lui impose, c'est à la cuisine et plus à s'amuser avec ses cousins, que désormais c'est une femme et que désormais si sa famille le souhaite elle pourra être mariée de force. Alors là je vais reprendre un petit peu mes notes. Il y a écrit: il l'élevait pour la donner à d'autres comme une terre qu'on cultive pour la restituer au maître quand elle sera suffisamment fertile. Donc vraiment la comparaison d'une femme avec une terre, quand même c'est violent. Le garçon perpétuait leur nom, ramenait de l'argent, et aussi une femme, une épouse à qui on apprenait, à force de coups, à s'occuper de la belle-mère, du mari, de tous, à la page 10. Donc là, ça met dans le bain dès les premières pages. Elle compare également, elle dit qu'un garçon c'était comme un bel appartement dans une ville qui va prendre de la valeur, alors qu'une fille c'est une location aux charges bien trop élevées.
Elle nous raconte son enfance du coup sur la colline. Elle vit dans une famille Alevi. Alevi, c'est une communauté, je me suis renseignée. En fait, c'est une branche de l'islam chiite. Très modérée et libérale qui représenterait entre, selon les sources, hein, bien sûr 10 à 25%, on va dire 20-25% de la population turque. Des gens musulmans mais qui pratiquent le ramadan de façon modérée, qui mangent du porc, qui pratiquent l'islam de façon modérée, qui ne font pas le ramadan, qui boivent de l'alcool, qui mangent du porc, bref, qui vit vraiment cette religion de façon modérée. Si elle nous raconte également, et ça m'a beaucoup fait rire, l'arrivée d'un imam dans son village, alors que eux, ils ont pas d'imam, ils vont pas à la mosquée, juste ils vivent leur vie et ils ont pas les principes à respecter, ils ont pas vraiment le texte sacré, et l'imam les traite d'hérétiques, ces gens là qui ne prient pas, qui ne font pas ce que l'islam dit de faire, etc. Elle dit un truc en rapport avec les Alévis. Elle dit: ils sont Alévis, un islam libéral. Les Alévis boivent de l'alcool et ne font pas le ramadan. Des musulmans soft, des musulmans cool, des musulmans compatibles avec l'Occident. Des siècles d'apprentissage, de philosophie, de chamanisme, de rites et croyances, et de notre Anatolie bien avant l'islam, réduit à néant parce que personne ne nous a appris à dire qui on était. Personne ne m'a appris qui j'étais. Tu ne m'as jamais raconté, papa. Pourquoi ils ont tamponné nos cartes d'identité de la mention islam? Suis-je musulmane, papa? Pourquoi nos villages n'ont pas de mosquée? Dis-moi, comment on devient Alévi? C'est aussi des questions sur l'identité, la place de la femme. Second moment du récit, du coup, elle est étudiante en France, elle vit un petit peu une vie débauchée, très clairement. Elle fréquente les clubs, elle couche un petit peu avec tout le monde et surtout elle fait des choses pas très catholiques ou pas très musulmanes, ce que vous voulez. Pour de la drogue, elle n'hésite pas à faire des actes sexuels un petit peu très intimes pour de la drogue. Donc elle est clairement camée, elle fréquente des gens pas très fréquentables, elle va vivre des situations pas simples. Donc ça c'est un moment que j'ai trouvé, c'est le moment que j'ai trouvé le plus difficile dans le récit, cette espèce de chute, cette espèce de perdition, cette espèce d'estime d'elle-même qu'elle n'a plus, comme si en fait la haine de ces hommes qu'elle a développée à cause de la place de la femme en Turquie, elle se vengeait vraiment en étant très libre, mais c'est pas quelque chose qui la rend heureuse quoi. Et également j'ai oublié de dire dans la première partie, en fait ça alterne, hein. Un chapitre sur 3 c'est présent, passé, enfin c'est passé, présent. Également elle remarque le corps des femmes en Turquie avec des coups et elle s'est toujours promis de ne pas avoir de fils et de ne pas perpétuer cela. Alors qu'elle deal de la drogue, également elle se fait appeler Belle et pas si belle. Également elle dit quand elle se rappelle de sa vie en Turquie, sur les pentes du grand bazar, une foule noire toujours plus grande. Des femmes, il y a toujours plus couvertes. Quand elle avait 10 ans, la première fois à Istanbul, ça lui avait fait peur ces femmes sans visage. Il y a d'année en année, d'élection en élection, on ne voyait plus qu'elle. Elle avait interprété à sa manière son éducation laïcarde et kémaliste. Une haine indescriptible montait en elle quand elle voyait une femme en tchador. Elle ne savait pas ce qu'elle détestait réellement. Cette femme, son mari, la religion, la société, ou peut-être simplement l'existence seule de ce tissu mortuaire, ce linceul noir avec lequel on cachait leur corps. Le sien, jamais elle ne le cacha. Et effectivement, des années plus tard, en France, elle ne le cache pas du tout. Et ensuite, le moment présent, donc elle est adulte, elle est mariée à un Français. Et ils ont un fils, ce qu'elle redoutait le plus au monde. Elle ne voulait surtout pas avoir un fils, comme elle a cette haine des hommes-ci qu'elle a développée pendant des années. Et ce fils-là, il a 2 ans et il est sous respirateur artificiel. Donc elle alterne avec son mari au chevet de son fils, mais elle n'ose pas quitter son fils, elle n'ose pas rentrer, elle a tellement peur qu'il lui arrive quelque chose. Donc bien qu'elle ne voulait surtout pas un fils, au final, l'aine et l'amour maternel revient au galop. Et j'ai écrit: contrairement à la
néonatologie où on attend des mois que les prématurés mûrissent, contrairement aux soins palliatifs où on attend que les jeunes périssent. Ici, en quelques jours, le sort décide. Page 135. Et il y a un moment, page 102, où elle s'adresse directement à son fils et elle lui dit: ce n'est pas ma faute, fils, tu aurais fait pareil si on t'avait fait comprendre que, fille, tu n'étais pas l'égale du frère. Je les enviais tellement, le frère, les cousins et leur liberté. Tu aurais fait pareil si ton sexe avait fait de toi un hors caste. Tu aurais fait pareil si toutes les femmes autour de toi n'avaient eu pour seul maquillage que des bleus couleur vomi sur chacun de leurs membres. Tu aurais fait pareil si on avait marié ta mère, ta tante, ta grand-mère, toutes les femmes de chez toi à 15 ans à des hommes plus âgés pour s'en débarrasser. Une bouche de moins à nourrir, c'était tout ce qui comptait. Donc voilà, c'est pas facile du tout. L'identité, trouver sa place, la place des femmes, être mère, enfin bref, c'est un roman assez fort qui évoque beaucoup de sujets et qui, malgré le fait qu'il soit fin, il parle de beaucoup de choses et je l'ai trouvé vraiment très intéressant. J'ai appris plein de choses sur la Turquie, pays que je connais très mal, et je crois d'ailleurs très fortement que c'est le premier livre qui se passe en Turquie en partie que je lis, donc ça me fait très plaisir parce que l'idée que j'ai du moins de la littérature, c'est en partie de me faire voyager et de m'apprendre des choses et de m'ouvrir l'esprit continuellement. Voilà. Et celui-ci, je le mettrais un bon 8,5 sur 10, je pense, je l'ai beaucoup aimé. Écoutez, voilà, c'en est tout pour cette vidéo de 2 titres de la rentrée littéraire hivernale aux éditions Philippe Ray, éditeur que j'aime beaucoup de par la sélection des titres qu'ils ont. J'ai rarement été déçue. Et de 2, j'aime beaucoup leur couverture que je trouve très belle. Voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et moi je vous retrouve très bientôt dans une autre. Bye!